Réunion prévue ce mercredi par la rébellion Touareg sur l'accord de paix signé à Alger le 1er mars dernier. Accepteront-ils? Rejetteront-ils? La réponse est très attendue. Côté Ukraine, Washington a dénoncé mardi le règne de la terreur en Crimée et dans l'est du pays. Le monde des sports est en deuil depuis le crash d'un avion en Argentine lundi. L'enquête sur les causes du drame a débuté. Interprété par l'ONU et Bamako comme étant une tentative. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Sika. Ravi de devoir vous la présenter. Une réunion de la rébellion à dominante Touareg du nord du Mali est prévue ce mercredi à Kidal, dans le nord-est du pays. Le but est de se prononcer sur l'accord de paix d'Alger, déjà paraphé par le gouvernement. Interprété par l'ONU et Bamako comme étant une tentative de saboter la paix au Mali, le récent attentat de Bamako fait accroître la pression internationale déjà forte sur les rebelles pour signer ce document. La coordination des mouvements de l'Azawad devrait donc tenir une réunion ce mercredi. Au menu de cette rencontre, les rebelles diront s'ils acceptent ou rejettent l'accord de paix et de réconciliation établi au terme de 8 mois de négociations à Alger, selon un délégué. Rappelons que des représentants du gouvernement malien et des groupes armés qui le soutiennent ont paraphé le document le 1er mars dernier. Mais la coordination des mouvements de l'Azawad, après avoir exigé en vain des amendements, avait demandé un délai raisonnable pour consulter sa base. Dans le but d'isoler les djihadistes, le gouvernement malien et la communauté internationale ont pressé lundi les rebelles de signer l'accord de paix. En Côte d'Ivoire, juste après la lourde condamnation de l'ex-première dame, la défense de Simone Gbagbo a dénoncé un verdict scandaleux. Elle pourrait quand même bénéficier d'une grâce présidentielle en signe de réconciliation. Dans le camp opposé, le Rassemblement des Républicains, le parti du chef de l'État Alassane Dramane Ouattara, s'est réjoui de ce que les victimes ont enfin du baume au cœur dans un pays résolument engagé dans la lutte contre l'impunité au lendemain du verdict. Suivez plutôt. Je suis d'accord qu'elle soit condamnée parce qu'elle a tué plusieurs personnes dans les communes différentes, partout à peu près, à Bobo, à Djamé, Cocody, à peu près. Donc ça me fait beaucoup plaisir à ce qu'elle soit condamnée. C'est justifié, puisque à ce moment, vraiment on en a souffert. Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays comme ça et puis tuer tes populations. C'est dangereux. Donc chez moi, c'est un peu au moins 30 ans. Je vois que les juges du tribunal de première instance peut-être sont manipulés par le pouvoir. Donc je vois aussi que non, Mme Gbagbo n'a pas monté aussi la population contre un régime. Elle a su jouer sa partition qu'en tant que première dame. Donc sa condamnation n'a pas été vraiment parfaite. On doit poursuivre plus les deux camps parce que on voit que la justice là pour actuellement elle est seulement que visée, elle vise seulement que le premier camp. Mais je pense que si on vise les deux camps, ça va amener les esprits ivoiriens à se calmer. On essaie d'avancer et puis parler de la condamnation de Simone Gbagbo, tout ça. Bon, on l'a condamné, mais c'est pas un truc sur lequel on va s'attarder pour dire. Oui, je trouve que non, ça ne me regarde pas en fait. Voilà. Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française en visite à Rabat lundi, a appelé au renforcement et au renouvellement des relations avec le Maroc. Une volonté qui s'exprime après un an de brouille entre les deux alliés. Une visite du Premier ministre français Manuel Valls est annoncée pour avril prochain. La mésentente diplomatique avait débuté en février 2014 lorsqu'un juge français avait demandé l'audition à Paris du patron du contre-espionnage marocain Abdelatif Hamouchi qui fait l'objet de plaintes pour torture. Rabat avait alors suspendu sine die sa coopération judiciaire et les relations dans la lutte contre le terrorisme avaient aussi subi les effets de la brouille. À la faveur de la signature d'un nouvel accord de coopération judiciaire,
La réconciliation franco-marocaine est intervenue fin janvier avant d'être scellée lors d'une rencontre le 9 février à l'Élysée entre François Hollande et Mohamed VI. Si j'avais à qualifier en 3 substantifs cette visite, je dirais relance, renforcement et renouvellement. Il y a eu un moment de difficulté dans nos relations. Ces difficultés sont derrière nous. Nous avons, après des conversations nombreuses, Salahedine y a fait allusion, trouvé la solution qui se traduira d'ailleurs par l'adoption d'un texte. Mais ces difficultés, je le disais, sont derrière nous et elles nous ont permis, si je puis dire, paradoxalement, de mesurer l'importance tout à fait essentielle des relations franco-marocaines. Les deux pays, d'après Laurent Fabius, ont mesuré leur détermination à renforcer encore les liens d'amitié anciens et étroits, et ce, dans tous les domaines. La lutte contre le changement climatique est, entre autres, un défi commun aux deux pays qui se préparent à accueillir les prochains sommets sur le climat en 2015 et 2016. Un autre point d'intérêt commun se trouve être la lutte contre le terrorisme, alors que Paris et Rabat comptent chacun quelques 1500 ressortissants dans les rangs d'organisations djihadistes comme l'État islamique. À quelques jours du scrutin départemental en France, le Front national de Marine Le Pen doit faire face à une plainte auprès de l'Office européen antifraude. La présidente du Front national dénonce une manifestation politique. Le président du Parlement européen, l'Allemand Martin Schulz, a annoncé lundi soir qu'il avait saisi l'Office européen de lutte antifraude après avoir découvert que 20 assistants parlementaires européens rémunérés par l'Union européenne pour travailler aux côtés des élus FN à Strasbourg apparaissaient sur l'organigramme du Front national et semblaient donc avoir des responsabilités politiques au sein du parti. Ce contre quoi s'insurge Marine Le Pen à quelques jours du scrutin départemental en France. Ces petites manies politiques à quelques jours des élections, ça commence à être un peu grossier, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand ça vient du président du Parlement européen, c'est particulièrement indigne. Nous allons répondre aux questions qui nous seront posées de la manière la plus simple qui soit, car nous n'avons encore une fois rien à nous reprocher dans ce domaine comme dans bien d'autres. Mais j'ai bien compris qu'en ce moment, il fallait à tout prix et avec tous les moyens possibles et imaginables tenter de nuire au Front national. Arrivé en tête des élections européennes en France en mai, le Front national compte 23 eurodéputés. Le parti est actuellement crédité de 30% des intentions de vote pour les élections départementales des 22 et 29 mars. Le 16 mars s'ouvrira devant le tribunal correctionnel de Rennes le procès de la mort de Zied et Bouna, le décès de ces deux adolescents de Chichi-sous-Bois électrocutés dans une centrale électrique alors qu'ils étaient poursuivis par des policiers avait déclenché les fameuses émeutes dans les banlieues françaises. Les avocats des proches des victimes tenaient mardi une conférence de presse dans leur cabinet parisien. En voici un extrait. Nous allons venir devant le tribunal correctionnel de Rennes dans cette affaire 10 ans après les faits. 10 ans après les faits. 10 ans après les faits parce qu'à l'évidence, certains n'ont jamais voulu que cette affaire soit jugée. Et que tous les moyens ont été utilisés, d'abord des moyens de procédure, après tout c'est la loi. Elle leur offre cette possibilité, mais enfin, il y a un bon et un mauvais usage de la procédure. Il n'y aurait pas eu ce drame s'il n'y avait pas eu à Clichy un apartheid social aussi grave, aussi purulent que celui que nous avons pu constater d'ailleurs avec effroi et ébahissement parce que nous ne nous en doutions pas, parce que nous ne le connaissions pas. Le délit de non-insistance à la personne en danger, c'est un crime moral d'indifférence. L'idée de devoir porter secours à des mômes des cités qui étaient en danger de mort ne leur est pas venue à l'idée. Parlons à présent du crash produit lundi entre deux hélicoptères en Argentine. Au total, 10 personnes ont péri, notamment des sportifs. La France et le monde sportif se retrouvent plongés dans le deuil. La France est toujours sous le choc après la mort de 10 personnes dans un accident d'hélicoptère en Argentine. Un accident survenu dans la nuit du lundi à mardi.
Du monde sportif frappé au cœur aux hommes politiques désolés par ces disparitions, les réactions se multiplient après l'annonce de la tragédie. Mais c'est un drame, voilà, c'est juste un drame. Voilà, ce sont des gens, des jeunes, des gens de qualité qui se retrouvent dans un accident d'hélicoptère, quoi. Ça a été un choc, c'est un choc, une grande tristesse. Voilà, franchement, c'est difficile d'en dire plus parce que bon, je crois que déjà la famille et l'entourage, c'est très compliqué pour eux. Rappelons que parmi les victimes de l'accident se trouvaient 2 pilotes argentins, la navigatrice Florence Artaud, la nageuse championne olympique Camille Muffat, le boxeur médaillé olympique de bronze à Pékin en 2008 Alexis Vastine. Précisons que Florence Artaud est la seule femme à avoir remporté en 1990 la mythique Route du Rhum et Camille Muffat l'une des plus grandes championnes de la natation française. François Hollande a rendu hommage mardi aux 3 champions français tués dans ce crash d'hélicoptère en Argentine. Il s'agit bien de la nageuse Camille Muffat, 25 ans, de la grande navigatrice Florence Artaud, 57 ans, et du boxeur Alexis Vastine, 28 ans. C'était lors d'une manifestation à l'Élysée, en extrait des propos du chef de l'État. Je pense à Florence Artaud, cette grande navigatrice, cette femme exemplaire qui a servi de modèle à des générations de femmes, mais aussi d'hommes, pour aller plus loin, pour défier à la fois les éléments et aussi les autres compétiteurs. Camille Muffat, c'était une grande championne qui avait eu nombreuses médailles, notamment une médaille olympique. C'était à Londres. Je l'avais vue d'ailleurs dans cette compétition. Je lui avais remis, c'était ici même, les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Elle avait arrêté à 25 ans sa carrière sportive parce qu'elle voulait vivre pleinement. Et elle est morte tragiquement. Je ne veux pas oublier les 7 autres victimes et toutes leurs familles qui se trouvent endeuillées. L'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o, fils, a été récompensé lundi soir pour une action de protestation contre le racisme. La star a reçu la médaille de la tolérance du Conseil européen pour la tolérance et la réconciliation. La star de la Sampdoria de Gênes, Samuel Eto'o, a reçu la médaille de tolérance remise par le Conseil européen pour la tolérance et la réconciliation. C'était au cours d'un dîner de gala organisé à Londres pour saluer son combat contre le racisme. L'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Inter de Milan, victime d'actes racistes au cours de sa carrière, notamment en Espagne, a décidé de se battre pour que le respect l'emporte sur la haine et surtout que la justice joue sa partition. Moi, la seule chose que je veux, c'est qu'on vive tous dans l'amour, le respect. Et si nous pouvons tous être heureux, c'est ce qu'il y a de meilleur, sinon qu'on se respecte tous. Il y a d'abord l'éducation, parce que ceux qui sont majeurs aujourd'hui, il n'y a que la justice qui peut les remettre sur les rails. Mais nous avons la chance qu'aujourd'hui, nous avons nos enfants qui vont encore à l'école et alors nous pouvons les éduquer et leur montrer que l'amour est plus important que la haine et que nous, si on ne peut pas aimer, on peut au moins respecter. Et c'est ça qui est important et c'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens. Quadruple ballon d'or africain et triple vainqueur de la Champions League notamment, Samuel Eto'o appelle tous les joueurs à se joindre à ce combat. Cette distinction est déjà allée à des personnalités comme le roi Carlos Ier d'Espagne ou à l'ex-président croate Ivo Josipović. Et c'est avec cette récompense qui est revenue à Eto'o que nous mettons un terme à cette édition. Merci pour votre attention et agréable journée.